Merci pour cet accueil. Je voulais avant tout saluer Marie-Pascale Tambadou, et surtout Marie-Pascale, la présidente. Voilà, elle est là. Le TAT et Mohamed Sissouma. Le TAT, Herman Etienne, tous les membres du conseil d'administration, tous les membres du bureau exécutif national, parce que chez nous on dit que celui qui ne sait pas remercier son prochain ne remerciera pas Dieu. Tout commence par les remerciements à ceux qui font du bon travail et qui ont permis le rassemblement de ce soir, donc je veux qu'on les salue chaleureusement avant tout. Donc un grand merci à vous. On parlera des choses que je veux faire en Côte d'Ivoire, mais ceux qui travaillent avec moi maintenant le savent. Moi je crois beaucoup en récompenser et ceux qui font bien et le dire. C'est vraiment très important. C'est une des batailles que je mène aujourd'hui en Côte d'Ivoire, une bataille contre une certaine tendance à ne voir que le négatif. Donc vraiment, je saisis chaque occasion, chaque fois que les gens font bien, de le dire, de les saluer et de les remercier. Et je souhaite qu'on fasse ça de plus en plus. Donc de nouveau, merci à vous. C'est une belle occasion, c'est une belle soirée. Les gens de TAT sont dangereux parce que j'avais dit que je ne voulais pas faire de discours. Donc dans ma grande naïveté, ils m'ont dit oui. Et puis là, il y a Mohamed Sissouma qui est venu me voir tout à l'heure, il me dit, mais tu fais un discours de 15 minutes. Bon. En fait, c'est difficile de leur dire non, c'est difficile de leur résister. Ils trouvent toujours le moyen d'obtenir ce qu'ils veulent. Donc j'ai accepté de bonne grâce de vous dire quelques mots. Mais le cœur quand même de la soirée, je voudrais que ce soit une conversation interactive où on me pose des questions, parce que vous avez fourni un certain nombre d'entre vous un certain nombre de questions que vous souhaitez me poser, auxquelles vous souhaitez que je réponde, et donc je serai heureux de me livrer à cet exercice. Mais donc juste quelques mots d'introduction. Avant tout ça, je veux aussi saluer l'importante délégation du PDCI qui est là et qui m'accompagne. Je vais les nommer fidèles à l'engagement que je viens de prendre. Donc d'abord Occasion, qui est le haut représentant pour la région des montagnes, le district des montagnes. Saluez-le bien parce que le district des montagnes est le deuxième plus peuplé de Côte d'Ivoire, pour ceux qui connaissent la famille. Avec 3 millions au recensement de 2021. Abidjan c'est 6,3 millions, le district des montagnes arrive ensuite avec 3 millions. Donc, il a vraiment une tâche importante, en plus de la gestion et la direction du Nouveau Réveil, qui est, je le dis aussi à ceux qui ne le savent pas, qui est maintenant en diffusion depuis quelques mois et arrivé maintenant en pole position et le journal le plus lu, journal privé le plus lu de Côte d'Ivoire. Merci Occasion et bravo, il est aussi maire de tous les Bleus. Je ne sais pas quand il trouve le temps de dormir, mais bon, c'est des gens qu'on aime bien, comme dit Emoussa Koumoula. Voilà. Alors il y a ensuite à côté notre frère Amétier, qui est là, qui est de Bounois, qui occupe beaucoup d'autres fonctions au sein du PDCI et qui se trouve à Paris et qui a gentiment accepté de se joindre à nous. On a Clément Souva Nouveau, qui est le secrétaire exécutif chargé des affaires religieuses. On a fait un travail discret mais efficace. Je ne sais pas ce qui se passe là. Bon. Parce que c'est quand même lui qui s'occupe des affaires divines, donc il a un rôle particulier dans l'équipe. Voilà, merci. Et on a Georges Esalé qui est conseiller spécial, chargé aussi des délégations. Réalisateur avec moi du premier des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. La réflexion et réhabilitation de l'aéroport d'Abidjan 97 qui ne coûta pas un centime à l'État de Côte d'Ivoire. On a l'aéroport neuf sans investissement. À côté de lui, on a Sylvestre Emou, secrétaire exécutif en chef du PDCI. Député maire de Port-Boué, qui est aussi une des plus grandes communes de Côte d'Ivoire, et qui fait un travail fantastique aussi au PDCI. Ensuite, on a Kwame Kran, notre aîné, voilà, qui est conseiller spécial chargé de la diaspora. Vous le connaissez tous. Après, je vois Hervé Ali, conseiller spécial chargé du secteur privé. Aussi député de Kimodi où j'étais il y a quelques jours. Et puis, je vais m'arrêter parce que sinon, la soirée est très longue. On a tous les autres dignitaires qui sont là. Si vous voulez juste saluer collectivement la salle.
je vous remercie. Voilà. Alors, Président, je me permets. Oui. On va donc appeler, bien sûr, Marie-Pascale. Oui, ici. non, pas encore, parce que je n'ai pas fini. D'accord, pardon, Président. Désolé. Non, je suis d'accord. Non, donc, juste, vraiment en deux mots, la diaspora, je suis, ça a été dit, de la diaspora. Donc, j'espère être le premier ressortissant de la diaspora élu président de la République de Côte d'Ivoire. C'est juste ça que je voulais ajouter, ça aurait été dommage. Non, c'est clair. Désolé, Président, pourquoi c'est la bonne partie. Voilà. Donc, je vais vous dire pourquoi, dans le reste de la soirée, pourquoi je crois que c'est une ambition louable et réalisable. Donc, en tout cas, merci d'être là ce soir. J'espère qu'on va avoir des débats riches et je vous souhaite de passer une bonne soirée à notre famille. Nous vous remercions pour votre présence ce soir. Monsieur le Président, bonsoir. C'est un honneur pour nous de vous recevoir dans le cadre de la rencontre entre vous-même et la diaspora. Nous vous en remercions sincèrement, Monsieur le Président. Chers participants, Marie-Pascale et moi avons la lourde charge de transmettre les questions que vous avez posées à Monsieur le Président, ici présent. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, le comité d'organisation a trouvé nécessaire de présenter la méthodologie qui a été utilisée lors de la sélection de ces questions. 240 questions ont été posées. Vous avez posé 240 questions. Je pense que vous devez être fiers de vous et vous devez vous applaudir. Alors donc, ces questions ont été regroupées par thématiques pertinentes, notamment l'économie, la géopolitique, etc. Ensuite, chaque thématique a été traitée afin d'aboutir à des questions qui s'impliquent aux autres. Tout simplement, lorsque le président répondra à une question, par ricochet, la réponse de cette question permettra de répondre à d'autres questions posées. Chers participants, soyez-en rassurés. Au sortir de cette rencontre, vous aurez les réponses aux questions que vous avez posées. Sans trop tarder, je passe la parole à Marie-Pascale Carvalho pour la première question. S'il te plaît, Marie-Pascale. Merci, cher Mohamed. Merci à... Le micro. C'est pas ouvert. C'est bon. Merci, cher Mohamed. Merci à tous ceux qui se sont prêtés au jeu en nous présentant leurs questions. Merci, Monsieur le Président, pour cette opportunité que vous nous accordez pour échanger avec vous de manière privilégiée. Avant de passer à la première question d'un des participants ici présents, je me permets de vous poser une question qui peut sembler à la fois simple mais compliquée, et je pense qu'on se pose tous cette même question. Monsieur le Président Tidiane Thiam, pourquoi souhaitez-vous devenir le prochain président de la République de Côte d'Ivoire? Marie-Pascale, merci. Écoutez, il y a une série de raisons. Les premières raisons sont relatives à la situation du pays. Parce que, et je veux commencer par ça, parce que ce n'est pas une question d'ambition personnelle. La situation du pays n'est pas bonne, quoi qu'on dise. Il y a eu des progrès réalisés, et il faut aussi que ceux qui entendent ce discours arrivent à entendre aussi bien le positif que le négatif, parce que je veille toujours à faire les deux, et à dire les deux. Malheureusement, certaines oreilles n'entendent que le négatif. Donc, bien sûr qu'il y a eu des choses positives, il faut toujours respecter le travail d'autrui. Les gens travaillent jour et nuit, il y a des millions d'Ivoiriens qui travaillent jour et nuit, ils accomplissent des choses. Ça, c'est incontestable. Il y a eu des progrès réalisés, il y a eu des infrastructures réalisées, tout ça c'est sûr. Mais j'en reviens toujours au problème fondamental que j'ai souligné à Soubré. Beaucoup d'entre vous étaient là-bas en juin 2024 quand j'ai dit, écoutez, la Côte d'Ivoire est 135e dans le monde en PIB par tête. Donc ça, c'est le niveau de richesse de notre pays comparé aux autres pays du monde. Il y a 193 pays dans le classement. On est 135e. Donc, en développement humain, bon, j'avais consulté, moi, les statistiques accessibles qui disaient qu'on était 166e. Ça a déclenché un tollé.
puisqu'il semble que certains disent qu'on n'est pas 166e, mais 159e. La différence, franchement. Admettons, je leur accorde la 159e place. C'est quand même nul. Quand vous êtes 159e sur 193, ce n'est pas un bon classement. Surtout si vous êtes 24 places en dessous de ce à quoi votre niveau de richesse ou de pauvreté relative devrait vous permettre d'arriver. Donc un gouvernement qui ferait rien d'extraordinaire devrait mettre la Côte d'Ivoire 135e en développement humain. C'est logique. Il faut que votre rang en développement humain reflète plus ou moins votre niveau de richesse ou de pauvreté. Je peux vous dire que le moins 24 qu'on a, c'est un des pires dans le monde. Le Rwanda est à plus 9. C'est-à-dire qu'ils sont classés mieux en développement humain qu'en PIB par tête. Le Togo est à plus 8. Ils sont classés mieux en développement humain qu'en PIB par tête. Or, pour moi, c'est aussi une déclaration controversielle, mais je la maintiens. La richesse, elle est créée par la société ivoirienne, par les travailleurs, par les paysans qui font du cacao, par les transporteurs, par les gens sur les marchés. Le rôle de l'État, c'est de prendre cette richesse et de la traduire en développement humain pour ceux qui la produisent. Donc la note de l'État, s'il y a une note sur 20, c'est l'IDH, c'est pas la croissance. Et donc, si on prend cette métrique-là, on a une mauvaise note. On a une mauvaise note. Donc il faut. Et d'ailleurs, je dis en passant qu'en 99, la Côte d'Ivoire était 125e dans le monde en IDH. L'IDH existe depuis très longtemps. 125e, quand le PDCI a quitté le pouvoir. Donc c'est possible pour notre pays d'arriver à ce niveau de développement humain, puisqu'on l'a fait par le passé, les mêmes Ivoiriens. Quand on est 166e ou 159e, c'est vraiment un vrai problème. Donc pourquoi est-ce que je veux être président? Parce que, c'est pour ça que je parle de capital humain, parce qu'il faut absolument, et c'est l'IDH, je l'ai expliqué souvent, mais ça mesure l'espérance de vie, ça mesure le nombre d'années d'éducation, en gros, pour les enfants, et le niveau de vie. Ce sont des choses tellement basiques qu'un État qui ne délivre pas ça a un vrai problème. Donc il faut que l'État soit dirigé. Je veux vous dire, je suis désolé, on parlait du Sénégal, c'était toi qui parlais, William. Le PASTEF, si vous allez dans leur programme officiel, ils ont un objectif de rang IDH. C'est dans leur programme, vous pouvez aller regarder. Sonko et Diomaye, ils disent, on va amener le Sénégal de tel rang IDH à tel rang IDH. Nous, on a des gens qui disent l'IDH, on s'en fout. Ministre de la République. De l'égalité, des chances et de l'équité. Je vous ai entendu dire une fois dans vos interviews qu'il est facile de faire le développement, mais c'est le développement avec de l'équité qui est le plus difficile. Alors, cette question vient de Cassie Emmanuel, responsable commercial. Quel sera votre plan pour les personnes en situation de handicap ainsi que l'accompagnement de leur famille? Non, vraiment, merci, parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Je parlais à Dagari l'autre jour, qui est un dans l'équipe de Jean-Marc Yassé, et qui me rappelait que j'avais construit les premières rampes d'accès en 95 pour étudiants handicapés à l'université, que lui-même avait emprunté, et qui me rappelait un tas de choses que j'ai faites, que j'ai oubliées. On prenait donc 10% des stagiaires, à l'époque on disait que 10% de la population était handicapée en Côte d'Ivoire, donc à partir de 95, on a pris toujours 10% de handicapés parmi les stagiaires, chaque année. Les stagiaires qu'on prenait au BNET et à la DCGTX. Donc pour moi, ça, c'est des questions vraiment importantes. Et on dit souvent, si vous voulez juger une société, vous devez soit visiter ses prisons, soit voir comment ils traitent les handicapés. C'est très révélateur sur les valeurs réelles d'une société. Donc il y a beaucoup à faire de ce côté-là. En tout cas, moi, en PDCI, je les rejoins. William est là-bas, il hoche la tête parce que c'est lui qui sert de liaison avec eux. On va les recevoir encore. On a un groupe de travail avec des handicapés pour développer le programme du PDCI pour l'élection présidentielle. J'en ai pas parlé là, mais c'est important. En fait, on pense que c'est 16% de la population. C'est énorme. 16%, c'est une personne sur 6. C'est vraiment énorme. Donc c'est pas du tout un problème marginal. Il faut les intégrer à la société. Et moi j'aimais beaucoup l'approche de l'Angleterre sur ce plan-là. Vous savez, quand les enfants ont des handicaps d'apprentissage, etc.,
vous êtes testé, il y a des tests nationaux. Si on reconnaît que vous avez un apprentissage, vous avez plus de temps à tous les examens. Et c'est la loi. Vous avez 15 minutes de plus, une demi-heure de plus, et votre note est la même que celle de l'élève qui n'a pas de handicap, et il est interdit aux universités et aux employeurs de discriminer sur cette base-là. Moi, mon propre fils a bénéficié de ça, parce qu'il avait une difficulté d'apprentissage. Et ça lui a donné des opportunités énormes, et à la fin, il a très bien réussi, il a une super université. Alors qu'ici, en France, on nous disait, il faut enlever de l'école, il ne vaut rien. Il y a 15 à 20% des enfants qui ont une grosse difficulté d'apprentissage. C'est comme ça, dans toute population. Donc, et ils ont d'autres qualités. Vous savez que 25% des entrepreneurs à succès étaient dyslexiques. Oui, souvent ça cache l'intelligence. Donc, voilà des problèmes de l'entrepreneuriat en France. Un pays qui dit qu'il met sur le côté de la route potentiellement ses éléments les plus créatifs. George Bush était dyslexique. Moi, mon premier CEO chez Aviva à Londres était dyslexique. C'est le meilleur CEO. Donc, la société doit tirer parti de l'ensemble de la population. Et dès qu'elle commence à exclure tel ou tel groupe, elle s'interdit, elle se ferme des portes, elle s'interdit des opportunités. Donc ça, moi, je crois vraiment passionnément que les handicapés, c'est un mauvais mot. Les personnes qui sont différentes ont toute leur place dans la société. Et en tout cas, je me suis toujours battu pour eux, je me battrai pour eux, parce que c'est une question basique de l'humanité, c'est tout, et d'aimer son prochain. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Nous entendons parfois, vous dites que une grande entreprise, avant d'être une grande entreprise, elle a d'abord été une PME. Alors, Monsieur Diatikiba Ibrahima Koulibaly, enseignant du supérieur, nous amène à cette question. Quel est votre programme pour soutenir les PME locales? Premièrement, j'afficherai, je l'ai déjà fait, mais que les PME sont ma priorité absolue. Et j'ai toujours dit que les chefs d'État africains passent trop de temps avec les investisseurs étrangers. Et qu'ils doivent passer, au lieu de faire 80% avec des investisseurs étrangers et 20% avec des investisseurs domestiques, ils doivent faire l'inverse. Il faut passer 80%. Tout le temps où j'étais en Angleterre, j'étais membre du Business Advisory Council de David Cameron. Il avait un conseil du business, on se réunissait tous les mois, tout le temps. Et il nous écoutait. On disait, voilà, Monsieur le Premier ministre, moi j'ai tel problème, Monsieur le Premier ministre, j'ai tel problème. Et donc c'était très concret, et on avançait. Donc ça, c'est absolument certainement une chose que je ferai. De toute façon, moi je suis un homme du privé, je suis un chef d'entreprise, ça m'intéresse de toucher les choses concrètement. Donc avoir un forum de rencontre régulier avec les entreprises, c'est indispensable, parce qu'elles vous disent ce qui se passe vraiment dans l'économie, il faut les écouter. Et puis ça affiche la priorité qui leur est donnée. C'est pas que c'est la responsabilité du ministère des PME. Moi, en tant que président, je serai responsable des PME. Même s'il y a un ministre en charge des PME. Parce que j'ai dit, je veux de grandes entreprises ivoiriennes, et il n'y a pas d'autre recette que d'avoir des PME qui réussissent, pour avoir des grandes entreprises. Il n'y en a pas d'autres. Moi, je ferai venir ces gens-là. Je connais beaucoup de... Vous prenez la Chine, il y a tellement de milliardaires. Crédit Suisse, 50% des milliardaires en dollars dans le monde étaient clients de Crédit Suisse. Donc, moi, je les connaissais pratiquement tous, et souvent, beaucoup de Chinois parmi eux. N'importe lequel d'entre eux... Moi, je suis allé en Chine la première fois en 1984. Je leur disais toujours, mais où vous étiez en 84? Et ils me disaient tous, moi, j'avais une chemise, un pantalon et une bicyclette. Voilà. Ces gens-là, vous les voyez aujourd'hui à la tête de Huawei, vous les voyez aujourd'hui à la tête de compagnies de taille mondiale. Ils ont réalisé ça en 30 ans. En 30 ans. Donc, avec l'ambition, c'est possible. C'est tellement bête de dire ça, mais on ne peut réaliser que ce qu'on peut concevoir. Et donc, ne pas avoir d'ambition dans ses rêves ou dans ses idées, c'est se limiter automatiquement dans ce qu'on peut accomplir. Et vraiment, un des virus qu'on nous a inoculés en Afrique, c'est le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi.
c'est mortel. C'est mortel. Moi, je vous dirais, il y a des gens qui m'ont dit, mais tu es musulman, tu peux être président du PDC-IRDR. Bien sûr qu'on m'a dit ça. Il y a des gens qui m'ont dit, je sais pas moi, tu as eu le bac à Abidjan, tu peux pas aller à Polytechnique. Il y a des gens qui m'ont dit, quand je suis allé à Londres, jamais un noir a été CEO d'une entreprise en Grande-Bretagne. C'est pas possible. Tu es un Africain francophone, tu vas dans un groupe britannique, ils vont te manger tout cru. Non, j'ai eu ça toute ma vie. Maintenant, il y a des gens, comme j'ai dit à Dieu, il y a des gens qui me disent, tu ne seras pas président de la République. Wow, tu es président. Je dis, quand on a commencé les enrôlements, etc., je suis allé partout. Moi, je vais vous dire, je n'ai jamais peur de prendre des risques. Ça, vraiment, je suis quelqu'un, toute sa vie, qui a pris des risques et je n'arrêterai jamais. Oui. Parce que qui ne risque rien n'arrive. Et c'est un point dans mon équipe. Vraiment, il y a ce qu'on appelle là, le downside et l'upside, ceux qui sont les anglo-saxons savent ça. Et je pense que culturellement, on est trop orienté vers le downside. Chaque fois que vous appelez quelqu'un pour lui proposer quelque chose, son premier réflexe, c'est de penser, ah si ça va pas et si ça va pas de travail.